de la connaissance, Albert Camus, Les années combat, par Mathieu Bénézet. Aujourd'hui, naissance d'un engagement, naissance de combat, avec Jacqueline Lévy-Valenzy. Celui qui, en 1941, dans le journal La Tunisie française, se promettait de rentrer dans l'histoire avec le mépris qui convient, celui-là, Albert Camus, peu à peu, sous l'influence, entre autres, de son ami libertaire Pascal Piat et du poète René Lénaud, tous deux résistants, entamera à son tour une activité résistante en 1943. Et cela tout en publiant chez Gallimard qui le salarie et nouant des amitiés avec Michel Léris, Sartre, Picasso ou Lacan, et entrant à la rédaction du journal clandestin Combat, dirigé par Claude Bourdet. C'est ce même Albert Camus qui écrira le 31 août 1944 dans Combat libéré: la tâche de chacun de nous est de bien penser ce qu'il se propose de dire, de modeler peu à peu l'esprit du journal qui est le sien, d'écrire attentivement et de ne jamais perdre de vue cette immense nécessité où nous sommes de redonner à un pays sa voix profonde. Nous nous proposons d'examiner cette trajectoire, ce mûrissement, cet engagement d'un homme, d'un écrivain journaliste, d'un journaliste écrivain. Les années combat d'Albert Camus, dans tous les sens du terme. Jacqueline Lévy-Valenzy, peut-être devons-nous commencer par les commencements. Bien avant la période clandestine et la période publique du journal Combat, Albert Camus était d'une certaine façon engagé. À la fin de 1935, il entre au Parti communiste en Algérie ou algérien, sans beaucoup d'illusions selon certains commentateurs. Je peux citer cette phrase extraite de sa correspondance avec son aîné Jean Grenier. Voici ce qu'écrivait Camus. Une position que je comprendrai sans sourire est, pour être précis, une action communiste forcenée doublée d'un pessimisme total à l'égard du communisme et de la question sociale. Oui, son engagement au Parti communiste est un engagement, disons, plus sentimental, plus viscéral, qu'intellectuel et surtout que marxiste. Il ne croit pas au lendemain qui chante et c'est là-dessus qu'il est très sceptique. Cela dit, il pense qu'il peut y avoir un meilleur sort pour la classe ouvrière dont il sait qu'il est issu, dont il ne veut pas se séparer. Et son engagement au Parti communiste est un engagement assez sentimental. Il a dit qu'il ne mettrait jamais un volume du Capital entre lui et un camarade. C'est donc, ça n'est pas par doctrine. Et il ne croit pas du tout que la doctrine puisse arriver à créer le bonheur et la justice. C'est cela qui explique son pessimisme. Albert Camus restera d'ailleurs au Parti communiste algérien jusqu'en juillet 1937, soit moins de 2 ans. Mais bien plus tard, en 1951, il écrira à Jean Grenier, qu'il avait d'ailleurs incité à rentrer au Parti communiste. Curieusement. Curieusement, et ça j'aimerais qu'on en dise un mot. Une lettre où on peut lire qu'il lui est redevable de ce qu'il a appris en rentrant au Parti communiste, qu'il n'aurait pas appris sans cela. Qu'apprend Jacqueline Lévy-Valenzy à vos yeux alors Albert Camus? Ce qu'il a appris, c'est le militantisme réel. Ce qu'il a appris, c'est le travail en équipe. Et il faut dire que ses activités au Parti communiste étaient des activités essentiellement culturelles. Il a créé le Théâtre du Travail, il a créé la Maison de la Culture, et il voulait créer un front culturel qui fut le pendant du Front populaire. Et je pense que c'est cela qu'il a appris. Et puis, le travail collectif, le travail avec les camarades. Cette manière d'être à la fois engagé complètement soi-même et en même temps de travailler avec d'autres. Cela dit, il n'a pas eu que des activités culturelles, il était aussi chargé de recruter en milieu musulman et je crois que c'est cela qui, d'une certaine manière, a entraîné son départ un peu fracassant du Parti communiste. Jacqueline Lévy-Valenzy, on l'a évoqué en 2 mots. Il y a ce rôle que Jean Grenier a joué vis-à-vis d'Albert Camus. Il faut d'ailleurs préciser que Jean Grenier était quelqu'un qui est un peu une figure paternelle pour Camus.
Il lui dit de rentrer au Parti communiste algérien, et dans le même moment, il est en train de rédiger un livre, dont il publiera des extraits dans la Nouvelle Revue Française, qui est un livre de rupture complète avec le communisme, et Camus va, on peut le dire en termes un peu grossiers, mal digérer la chose. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est en 1951 qu'il écrira cela. Hein, seulement en 1951. Donc là, nous étions en 1937. Tout à fait, tout à fait. Il a mis beaucoup de temps à pouvoir exprimer peut-être ce qu'il avait ressenti alors, cet étonnement, et en même temps, il s'est laissé convaincre par Grenier. Ma théorie personnelle serait peut-être que Grenier fait une sorte d'expérience avec Camus. Grenier était, paraît-il, quelqu'un qui était assez indécis, qui avait beaucoup de difficultés à prendre position, et voyant les capacités de son élève, je me demande s'il n'a pas pensé qu'il pourrait faire une sorte d'expérience par Camus interposé d'un certain militantisme. D'autre part, il pensait que c'était une manière pour Camus d'arriver à quelque chose. Et en cela, je crois qu'il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Il pensait que Camus avait de l'ambition, qu'il fallait absolument qu'il ait une possibilité de sortir de son milieu, encore une fois extrêmement pauvre, comme il l'a si bien dit lui-même, et qu'il ait donc une possibilité de s'exprimer, de s'engager, d'avoir des responsabilités. Je crois qu'il a compris que Camus avait besoin d'être responsable. Et il l'a aidé à se définir dans ce sens. Ne dites pas « cela ne me concerne pas ». Je vis à la campagne et la fin de la guerre me trouvera dans la paix où j'étais déjà au début de la tragédie. Car cela vous concerne. Écoutez plutôt. Le 29 janvier, à Malval, dans l'Isère, tout un village, sur le seul soupçon que des réfractaires avaient pu s'y réfugier, a été incendié par les Allemands. 12 maisons ont été complètement détruites, 11 cadavres découverts, une quinzaine d'hommes arrêtés. Le 18 décembre, en Corrèze, à Chavroche, à 5 km du Sel, un officier allemand ayant été blessé dans des conditions obscures, 5 otages ont été fusillés sur place et 2 fermes incendiées. Le 4 février à Groll, dans l'Ain, les Allemands n'ayant pas trouvé les réfractaires qu'ils recherchaient, ont fusillé le maire et 2 notables. Voici donc des morts français que cela ne concernait pas. Mais les Allemands ont décidé que cela les concernait. Et de ce jour, ils ont fait la preuve que cela nous concernait tous. Ne dites pas « cela ne me concerne pas, je suis chez moi, avec ma famille, j'écoute tous les soirs la radio et je lis mon journal ». Car on viendra vous chercher, sous le prétexte qu'un autre homme, à l'autre bout de la France, n'a pas voulu partir. On prendra votre fils que cela non plus ne concerne pas, et on mobilisera votre femme, qui croyait jusqu'ici qu'il s'agissait d'une affaire d'homme. En vérité, cela vous concerne, et cela nous concerne tous. Car tous les Français, aujourd'hui, sont liés par l'ennemi dans de tels liens que le geste de l'un crée l'élan de tous les autres, et que la distraction ou l'indifférence d'un seul fait la mort de 10 autres. Combat clandestin numéro 55, mars 1944. Faisons, Jacqueline Lévy-Valenzy, un saut dans le temps. Nous sommes lundi 21 août 1944 et dans Paris qui se libère, Combat publie une édition spéciale. Mais ce numéro, le premier numéro public, porte le numéro 59. C'est dire que le journal Combat a déjà toute une histoire. Absolument. Alors le journal Combat a une longue histoire à laquelle Camus n'est pas mêlé depuis le début, mais à laquelle il est mêlé depuis un certain temps, depuis l'été 1943. Au plus tard, à l'automne 1943. Il y a quelques textes qui datent de cette époque qui montrent son engagement à Combat clandestin. Il s'est engagé d'abord dans le mouvement Combat, entraîné par Pascal Piat en particulier, et très vite, il dit lui-même, si vous voulez, Camus a été extrêmement discret sur ses activités pendant la Résistance. Mais ces activités sont indéniables.
Dans une lettre à sa femme, il résume ses activités en disant qu'il a fait déjà un peu de résistance en Haute-Loire, puis est parti à Paris. Mais il ne s'étend pas sur ce qu'il a pu faire, parce qu'il pense que les meilleurs sont morts et qu'eux seuls auraient le droit de parler. Donc il reste assez secret, mais je crois qu'il ne faut pas négliger ni minimiser ce qui a été son engagement dans la résistance. Et puis donc il s'est engagé aussi dans l'équipe qui publiait difficilement, sans doute, un combat clandestin, qui avait donné effectivement 58 numéros. Et les derniers numéros, il est évident que Camus y a participé. Et Jacqueline Bernard a pu raconter qu'on préparait depuis le mois de juin le numéro 0, le premier numéro d'un combat libre. Et Camus, dans des notes, rappelle les différentes possibilités d'éditorial. Il était entendu que c'était lui qui devait faire l'éditorial. Rappelle les différentes possibilités d'éditorial qui auraient pu sortir, mais qui n'ont pas pu parce que les journaux n'ont eu la possibilité de paraître que le 21 août. Alors, édition spéciale, oui, édition vendue à la criée. Et édition vendue en fin d'après-midi, alors qu'à partir du lendemain, le combat est un journal du matin. Dès son premier numéro clandestin, Combat porte en manchette une phrase de Georges Clemenceau. Oui. Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. Plus tard s'ajoutera la croix de Lorraine, imbriquée dans la lettre C de Combat. Mais depuis 1942, Combat, à côté de la phrase de Clemenceau, répète le slogan « Un seul chef, de Gaulle, un seul combat pour nos libertés ». Cependant, Jacqueline Lévy-Valenzy, vous dites qu'à l'époque, Combat affirme un rejet des partis politiques d'avant-guerre, position, dites-vous, qui rejoint la méfiance et le mépris que Camus ressent à l'égard des politiciens, ceux qui ont trahi, entre guillemets. Camus a cru au Front populaire de 1936. Et quand le Front populaire est devenu autre chose que ce qu'il aurait pu être, lorsqu'il est passé plutôt du côté radical avec Daladier, Camus a été tout à fait sceptique sur les partis politiques. Alors ça, avec le parti radical, avec Daladier et Herriot, il garde jusqu'à la fin de Combat, il garde une sévérité extrême et une méfiance extrême. Et c'est dans ses carnets qu'il note que tous sont trahis, il note cela en 38 ou en 39. Il pense que les politiciens de cette eau et les partis politiques d'une manière générale ne sont pas à la hauteur des espérances qu'ils font naître. Il serait vain de laisser ignorer à nos amis du monde entier le profond malaise qui a saisi l'immense majorité des Français patriotes à la nouvelle des événements politiques qui ont suivi le débarquement allié en Algérie. C'est un malaise qui tenait à la nature même de l'espoir français. Et cet espoir était de justice et de renaissance. Or, cela contrariait la justice que des hommes que le peuple français avait déjà condamnés reparussent sur la scène politique avec le sourire de l'innocence. Et cela compromettait infiniment la renaissance de ce pays, que des politiciens entêtés à ramener la politique à leur propre mesure, qui était petite, puissent encore parler et agir, comme s'ils avaient la moindre idée de la grandeur et des souffrances de la nation. Ils ont parlé d'une France morte ou abstraite, ignorant qu'ils étaient de cette patrie de larmes et de sang qui se survivait sans eux. Leur langage était donc faux, et il nous a fait deux fois du mal, parce qu'il était faux d'abord, et ensuite parce qu'il couvrait notre cri étouffé. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de tous les journaux et de toutes nos voix rassemblées pour nous faire mieux connaître. En admettant que cela ne nous laisse pas de ressentiment, cela du moins nous donne de la résolution. Et d'abord celle de ne plus admettre dans la politique française ceux qui en sont sortis, alors que la résistance était toute prête à les accueillir. Cela revient à dire que les affaires de ce pays doivent être gérées par ceux qui ont payé et répondu pour lui. Cela revient à dire que nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale. C'est ce que nous appelons une révolution. Combat, 4 septembre 1944.
Nous l'avons dit, Combat apparaît au grand jour le 21 août 1944 avec comme directeur Pascal Piat et comme rédacteur en chef Albert Camus, qui donc écrit à Jacqueline Lévy-Valenzy le premier éditorial, qui sera le premier d'une longue suite d'éditoriaux. Mais Jacqueline Lévy-Valenzy se pose quand même la question, comment ces deux hommes sont-ils arrivés à diriger le journal Combat ? On pourrait dire d'une façon assez brutale que les politiques qui avaient dirigé le mouvement Combat dans la résistance ne sont pas là. Certes, il y a des raisons circonstancielles. Henri Freinet et où sera ministre, Claude Bourdieu. Il l'est déjà. Il est déjà à Alger. Il est déjà, ça ne s'appelle pas ministre, mais enfin il est responsable des prisonniers, déjà à Alger, déjà dans le gouvernement provisoire d'Alger. Claude Bourdieu rentre de captivité, mais au-delà de ces circonstances, comment Piat et Camus ont-ils, je ne vais pas dire mis la main, enfin comment se sont-ils Je crois que l'un et l'autre avaient un ascendant très grand sur les gens qui travaillaient avec eux, qu'il s'agisse des journalistes qu'ils ont très vite rassemblés, ou des gens du livre, comme on dit, des gens du métier du livre. Ils ne s'en sont pas emparés, ils l'avaient fait ce journal avant qu'il ne paraisse, et ils le préparaient depuis longtemps pour qu'il puisse paraître au grand jour, et Combat fait partie de ces journaux qui sont nés de la résistance. Contrairement à d'autres qui existaient avant-guerre, qui avaient été supprimés pendant l'occupation et qui ont repris, comme le Figaro par exemple, Combat est né du mouvement de la résistance et Combat a continué avec l'équipe qui le faisait dans la clandestinité, sans Bourdet qui était déporté, qui n'est rentré qu'en mai 45, sans effectivement Freinet, mais donc sans la direction politique, mais avec des journalistes et ou des penseurs comme Albert Olivier qui est rentré très très vite aussi dans l'équipe. Il y avait également Marcel Gimond, et puis très vite ils ont recruté d'excellentes plumes comme celle de Georges Schuller, journaliste patenté, ou de quelques autres. Alors Combat justement n'est pas l'organe d'un parti politique. C'est ce qui fait à la fois sa force, sa liberté et sa fragilité, du point de vue du financement et du point de vue de la diffusion. Combat ne soutient aucun parti et n'est soutenu par aucun parti. Ce qui est un garant pour lui une garantie d'indépendance, mais qui évidemment n'ira pas quelques années plus tard sans poser quelques problèmes. Vous venez de le dire, Jacqueline Lévy-Valenzy, d'emblée le journal Combat se situe dans la lignée de la résistance, ainsi Albert Camus écrit « Il a fallu 5 ans de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. » Oui, c'est un texte qui est repris 2 fois, qui est repris le 21 et le 22 août, qui montre aussi que l'engagement politique de Camus passe par l'engagement de la presse. Il s'agit d'inventer une presse nouvelle. Et il écrira un certain nombre d'articles sur la critique de la nouvelle presse ou sur le journalisme critique. Il n'a pas du tout l'intention d'inféoder Combat, encore une fois, une ligne politique, même si, bien entendu, tous les rédacteurs, tous les contributeurs ont leurs idées. Mais ce qu'il veut, c'est essayer avec Combat de créer une nouvelle forme de presse. Il a détesté la presse d'avant-guerre. Le 24 août 1944, c'est donc le 4e éditorial d'Albert Camus, celui-ci écrit « Le Paris qui se bat ce soir veut commander demain. Non pour le pouvoir, mais pour la justice. Non pour la politique, mais pour la morale. Non pour la domination de leur pays, mais pour sa grandeur. » On pourrait, Jacqueline Lévy-Valenzy, presque évoquer un lyrisme forcené, comme on dit aujourd'hui. Il y a du pathos là-dedans. Écoutons Camus. Ce sont des mots d'espoir, d'un terrible espoir d'hommes isolés avec leur destin qu'il faut prononcer.
Il y a un lyrisme parce qu'il y a un enthousiasme très très profond, un espoir extraordinaire. Enfin, la libération de Paris a été quand même un moment tout à fait fabuleux pour les gens qui l'avaient attendu depuis des années. Et le fait d'être d'une certaine manière au centre des choses avec ce journal donne à Camus un élan extraordinaire. Alors, il y a une phrase qu'il répète à plusieurs reprises dans ses éditoriaux: la France doit faire la guerre en même temps qu'elle doit faire une révolution. Et c'est un peu un esprit révolutionnaire qui apparaît là dans ces phrases lyriques que vous venez de citer. Et alors, cette révolution, ce n'est pas une révolution sanglante qu'il appelle, bien entendu. C'est une révolution des mœurs politiques, des mœurs quotidienne, je dirais, de la manière de vivre, de la manière de penser, de la manière justement d'établir une nouvelle morale née de la résistance, où les choses étaient claires, sans manichéisme, où il y avait des causes justes et d'autres qui ne l'étaient pas. Et Camus voudrait insuffler à son pays cette même foi dans la possibilité d'établir un régime juste, une démocratie. Il emploie même, mais ça n'a pas le sens que nous lui donnons, qu'on a dû lui donner après, il emploie même l'expression de démocratie populaire, qui soit vraiment née du peuple. Une démocratie qui ne confisque pas les pouvoirs du peuple et qui lui permette de vivre dans la liberté, la vérité, la justice, qui sont les trois mots qui reviennent constamment et que l'on peut résumer sous le terme de morale. Et sa grande idée qui revient aussi constamment dans ses textes, c'est le fait qu'il faut introduire la morale dans la politique. C'était Les chemins de la connaissance, Albert Camus, Les années combat, par Mathieu Bénézet. Aujourd'hui, naissance d'un engagement, naissance de combat, avec Jacqueline Lévy-Valenzy, lecture Françoise Lebrun, coordination Xavier Carrère, remerciements à Annie Comier, prise de son et mixage Georges Sautour, Fabien Capel, réalisation Annie Douel. Une documentation est disponible sur franceculture.com.